Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 21 octobre 2022. Nous vous proposons une croisière sur le lac d'Annecy pour débuter cette édition. L'Espérance 3 navigue sur les flots annéciens depuis maintenant plusieurs semaines pour le plus grand bonheur de nombreux passionnés. Victoria Lopez a embarqué pour nous sur ce bateau mythique et patrimonial. Et puis direction les forêts savoyardes, c'est là-bas que Thierry Minois récolte la matière première dont il a besoin pour ses huiles essentielles au senteur de sapin qu'il produit depuis maintenant 3 ans. Focus sur le sens des Alpes en fin de journal. Un mot de politique avant de développer ces titres. Ce vendredi matin, les conseillers départementaux de Savoie se sont réunis en assemblée plénière pour voter notamment les dotations budgétaires des collèges pour 2023. Nous y reviendrons dans notre édition de mardi. Dans son discours d'introduction, Hervé Guémard, le président du département de la Savoie, a une nouvelle fois regretté la fin annoncée du conseil Savoie-Mont-Blanc. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Ce n'est pas un divorce pour faute, puisque cette structure fonctionne admirablement à la satisfaction générale de tous nos partenaires. Ce n'est pas non plus un divorce par consentement mutuel parce que nous ne sommes pas d'accord. C'est donc une répudiation et nous sommes obligés d'en prendre acte. Donc dans les semaines qui viennent, le département de la Savoie délibérera dans les formes juridiques appropriées pour prendre acte de cette dissolution du Conseil Savoie-Mont-Blanc qui entraînera un certain nombre de conséquences à la fois sur le plan juridique et budgétaire. C'est donc la mort dans l'âme que nous allons prendre cette décision, puisque ce n'est pas du tout notre souhait, mais par définition, quand on a une structure interdépartementale, il faut être deux pour qu'elle fonctionne. Et si l'un des partenaires dit nous ne sommes plus d'accord et nous voulons la dissoudre, nous sommes obligés d'en prendre acte. Je le dis avec une très grande tristesse, parce que je trouve que c'est un gâchis monumental. Sa mise à l'eau a été suivie par des centaines d'Annéciens au printemps 2021. La barque à voile latine, l'Espérance 3, est sur l'eau depuis maintenant plusieurs mois et puis, depuis quelques semaines, elle navigue sur le lac. Sa silhouette n'en finit pas de séduire les passants et les passionnés de bateaux. Victoria Lopez a embarqué pour nous sur ce pan de patrimoine. Reportage. Éloge du silence, patrimoine voguant. Hommage au vent changeant sur le lac d'Annecy. L'Espérance 3 et ses 2 grandes voiles épousent le paysage. S'il y a un siècle, la barque servait à distribuer de la marchandise entre les 2 rives, sa reconstitution a aujourd'hui une portée patrimoniale, pédagogique et environnementale. Nous avons 3 types de clientèle, à savoir principalement du grand public, mais aussi et surtout des scolaires depuis début septembre. Beaucoup de scolaires, on a eu les écoles de Duin, le lycée des Brécy, école également de Verrier et de Sévrier, des scolaires, du grand public et des entreprises. Mais il faut bien prendre conscience que cette barque, cette brique est une brique patrimoniale, un emblème et un fleuron du lac d'Annecy désormais, puisqu'elle existe sur le lac d'Annecy, et que les seuls qui existaient précédemment existaient sur le lac Léman. Et donc nous sommes très fiers et heureux que l'association des barques du Léman se soit transformée en association des voiles latines, parce que le gréement de ce bateau, ce sont des voiles latines, comme les felouks égyptiennes qui existent depuis des siècles. La barque fait 20 mètres de long et de haut, 9 de large et 30 tonnes. Si elle avance principalement grâce au vent, elle est équipée d'un moteur électrique d'une puissance de 110 kW. En silence, l'Espérance mène donc aussi une mission de sensibilisation. Ambassadrice de la lenteur, elle accueille à son bord des chercheurs et des acteurs de la préservation de l'environnement. Cette barque latine, elle est là à la fois, c'est un outil de recherche, c'est un outil de pédagogie. On donne énormément d'informations sur le lac d'Annecy, sur les milieux naturels. On est le partenaire finalement où on va mettre en avant tout un tas de missions de gestion qui sont à proximité du lac, comme la réserve du bout du lac ou du roc de Cher, où on anime finalement, on va présenter les réserves naturelles à la fois sur la partie terrestre et aussi sur la partie lacustre, ce qui est complètement inédit, ce qui n'était pas fait. Donc on peut permettre au grand public de découvrir ces réserves via ce magnifique outil qui est Espérance 3.
L'Espérance 3 est la deuxième barque à voile latine de France à naviguer à nouveau après celle du Léman. Elle nous replonge ainsi dans l'histoire des hommes et des lacs et nous promet de voguer encore longtemps au gré du vent. On connaît le festival au Grand Bivouac d'Albertville pour ses films, pour ses conférences, pour son village, mais aussi pour son salon du livre. Et cette année encore, l'événement littéraire est un grand succès. Et à l'heure où les écrans sont de plus en plus présents, notamment chez le jeune public, un salon du livre peut être l'endroit idéal pour réconcilier la jeunesse et les livres. Voyez ce reportage. Plus les jeunes grandissent, moins ils lisent. Voici une des principales conclusions à retenir d'une récente étude publiée par le Centre national du livre. Un événement comme le Salon du Livre, organisé dans le cadre du festival Le Grand Bivouac à Albertville, prend dès lors encore plus de sens. Illustration ce jeudi avec ses élèves de 3e venus de Faverges. Ça me fait découvrir plein de choses sur la littérature. Moi, je ne suis pas du genre à lire, mais là, du coup, ça m'a un peu appris plein de choses sur la lecture. Ah non, j'ai vraiment du mal. C'est pas quelque chose que j'aime. Rencontrer les gens qui ont fait le livre, leur poser des questions, ça peut m'aider à voir le livre d'une autre vision. J'adore lire, surtout tout ce qui est BD. Surtout le soir, quand je vais me coucher avant, je lis une BD ou même un roman. Et pour moi, ceux qui ne lisent pas à notre âge, c'est quand même c'est pas bien parce qu'après, plus tard, on peut savoir dans tous les livres qu'il y a des choses à apprendre, etc. Après une rencontre avec un auteur, ces collégiens ont donc pu déambuler dans les allées du salon, dans le cadre d'un projet financé notamment par l'Union européenne. On voit aussi des écarts qui se creusent entre des élèves qui ont un accès très facile à la lecture et d'autres pour qui c'est plus difficile. Donc les emmener dans des espaces où la lecture est vivante, animée, accessible, humaine, c'est très important. Ça nous permet en fait de faire découvrir la chaîne du livre et de faire des rencontres avec des auteurs pour nos élèves qui découvrent ainsi un nouvel univers. C'est aussi pour les réconcilier avec la lecture. Un peu plus loin, la scène auteur ne déroge pas à la règle, avec cet échange entre deux écrivains et un très jeune public. C'est trop super, moi j'adore toutes les questions de ces jeunes lecteurs, parce qu'il y a énormément de gourmandise, de curiosité. Et puis je sens aussi que pour eux, il y a le statut de l'auteur, c'est quelque chose. Voir en vrai celui ou celle qui a écrit un livre, je sens que ça compte, donc ça crée quelque chose d'assez festif en fait. Des événements comme ce salon du livre sont aussi là pour montrer l'importance des livres et de la lecture pour cette jeunesse, de plus en plus confrontée aux écrans dans la vie quotidienne. Il y a des gros lecteurs dès l'enfance, il y a des lecteurs aussi, et ça rejoint le thème du festival, il y a des lecteurs qui se développent, qui vont apprendre à lire et puis qui vont devenir peut-être de très bons lecteurs, entre guillemets, ou des lecteurs gourmands. Aujourd'hui, on le voit très bien sur le salon, il y a une foultitude de formats, une foultitude d'auteurs, notamment sur la question de la littérature jeunesse, donc il y a une profusion vraiment d'auteurs d'excellente qualité avec un travail des maisons d'édition qui est formidable. Pour sa 21e édition, le Grand Bivouac aura une nouvelle fois joué à merveille son rôle de fédérateur, avec un accent mis sur le lien entre ancienne et nouvelle génération. Et j'ajoute que vous avez jusqu'à ce dimanche pour vous rendre au Grand Bivouac et donc au Salon du Livre. On termine ce journal avec une rencontre informaticien. Pendant 20 ans, Thierry Minois a décidé de changer de vie. Il y a maintenant 3 ans, il a ainsi créé l'entreprise L'Essence des Alpes qui produit des huiles essentielles de sapin et d'épicéa. Pour obtenir ce précieux liquide, il choisit soigneusement sa matière première dans nos forêts savoyardes. Victoria Lopez a suivi la fabrication du produit, de la coupe des branches à la mise en flacon. Reportage. Au cœur de la forêt, sur les hauteurs de Moutier, Thierry Minois s'affaire. Il y a peut-être encore quelques branches là. Il recherche les plus belles branches de sapin et d'épicéa. Leurs précieuses épines vont servir à la confection d'huile essentielle. Pour cela, Thierry choisit en concertation avec les exploitants et l'ONF les lieux de coupe. Il vient ensuite récupérer ces branches que personne n'utilise. Les petites branches, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'aiguilles pour peu de bois. Donc au niveau rendement de distillation, c'est plus intéressant. Il faut savoir que quand on distille, si on met beaucoup de bois, on aura beaucoup de résine. Et du coup, on va avoir une huile essentielle qui va être différente en parfum et en goût. Ça ne va pas changer les propriétés, mais on a quelque chose de beaucoup moins fun. Ça va tirer sur des parfums de térébenthine un peu. Ils sont quand même beaucoup moins sympas, déjà à diffuser. Puis après en alimentaire, ça n'a rien à voir, quoi. Si on fait des bonbons avec une huile essentielle qui sent la térébenthine, ça va être beaucoup moins fun. Avant de distiller ces branches pour obtenir l'huile essentielle et fabriquer ses produits dérivés, il faut broyer la récolte du jour directement sur place. On est obligé de broyer pour avoir un broyat qui va être rempli de manière homogène dans l'alambic, dans le panier de l'alambic. Voilà. Si on ne broie pas, c'est pas distillable, la vapeur elle va passer à travers sans distiller. Il faut que ce soit bien tassé, homogène,
pour que ça fonctionne. Avec plusieurs mètres cubes de branches, Thierry obtient 1 mètre cube de broyat. Il achemine son butin jusqu'à son atelier où il procède tout de suite à la distillation pour préserver les propriétés de la matière. Et voilà. Petite vérification, et là c'est bon. Donc là on attend que la vapeur soit prête au niveau de la chaudière. Et dès que c'est prêt, on envoie la vapeur dans l'alambic et on commence la distillation. Le distillat, c'est la vapeur qu'a traversé la matière broyée qui ensuite est condensée. Ce distillat, il contient en grande partie l'hydrolat et en petite partie l'huile essentielle, sachant que pendant la distillation, on va avoir un pic de production d'huile essentielle qui va être plutôt vers le début de distillation et après ça va redescendre. Il va y avoir moins d'huile essentielle qui va sortir, mais ça continue à sortir jusqu'à la fin, c'est-à-dire pendant 4 heures. On a un gros volume d'hydrolat avec un peu d'huile essentielle, donc on voit une petite couche d'huile essentielle juste au-dessus, qui est très fine. Donc ça va faire une couche qui va s'agrandir pendant la distillation, jusqu'à faire 1 litre. On va avoir au moins 1 litre aujourd'hui, parce que les dernières distillations, on avait 1 litre 100. Et puis en fin de distillation, on va faire monter le niveau dans l'essentiel pour récupérer l'huile essentielle qui va sortir avec un petit peu d'hydrolat parce qu'on ne va pas pouvoir bien séparer les 2 couches. Et après, la deuxième phase, ça va se passer en labo. On va mettre le tout dans une ampoule à décanter. C'est un vase conique, comme ça, qui va permettre de laisser décanter l'hydrolat et l'huile essentielle. Et ensuite d'évacuer l'hydrolat par le bas et de récolter l'huile essentielle pure sans hydrolat. On va ensuite filtrer et on va faire une agitation pour stabiliser le parfum. Et après, c'est utilisable dans les produits dérivés et on peut le mettre en flacon directement pour le vendre. C'est ainsi que Thierry commercialise une huile essentielle 100% locale et confectionne une gamme de produits bio à retrouver sur le site l'essence-des-alpes.fr, sur différents marchés et dans certaines boutiques de producteurs de nos pays de Savoie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Place ensuite à une rencontre avec Manon Toiti et un conducteur du tramway du Mont Blanc. Passez une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour le journal sur 8 Mont Blanc.